L'affaire des 46 soldats ivoiriens, Guterres s'enferme-t-il dans les mensonges ivoiriens? Je commence par là. Lui-même, c'est un super menteur. Ça me rappelle Jacques Chirac, hein, ce sont les Français qui le disaient. Et les gens pensent qu'il vient, c'est maintenant qu'il agit dans l'affaire. Non, il est là depuis le commencement. Parce que c'est un coup d'État contre le Mali. Il était question de renverser Assimi Goïta. Et Guterres est dans le complot depuis. Donc c'est un super menteur, comme il a menti sur le Covid, en méprisant les Africains et en prophétisant et en proclamant qu'on devait mourir par millions. Il ne s'en est d'ailleurs jamais excusé. Et pendant qu'il prophétisait sa prophétie de criminels, les gens mourant en Europe, il n'en parlait pas. Parce qu'il était au cœur d'un programme visant à liquider les Africains par milliers. C'est un criminel, c'est un super menteur, et il est dans le complot visant à renverser les institutions du Mali et à assassiner son président. C'est un complot dans lequel ils sont tous, lui Guterres, M. Ouattara, M. Macron, M. Bazoum, la CEDEAO, l'Union européenne, le Canada, les États-Unis, ils sont dedans. Oui. C'est un complot. Alors seulement comme Dieu est vivant, l'affaire n'a pas marché. Tout ça est référencé, comme disaient les deux autorités. Tout ça est référencé. On ne va pas revenir sur ça. Dès le départ de l'affaire, l'ONU a désavoué M. Ouattara, publiquement. Je pense que Guterres était encore secrétaire général de l'ONU. La MINUSMA a désavoué Ouattara. C'est-à-dire que même les médias mainstream, comme on dit, on lavait la main dans la réponse, ça chauffait. Ils étaient ensemble dans le complot. Hein. Quand ça a raté, ils ont lâché le nègre. Pas plus, ils l'ont lâché, le nègre. Donc, ils ont désavoué M. Ouattara. M. Ouattara, le gouvernement ivoirien, a désavoué lui-même ces mercenaires qu'il a envoyés parce que dès les 2 premiers jours, ils ont dit qu'ils ne les connaissaient pas. Tout ça est documenté. C'est documenté, c'est référencé. Donc, le gouvernement malien a tout ça. Vous allez sur Internet, vous remontez, vous allez voir comment tout ça est bien classé, comment ils ont désavoué ces gens. Donc aujourd'hui, c'est à lui, à celui que vous appelez secrétaire général de l'ONU, c'est à lui d'expliquer pourquoi, n'est-ce pas, il désavoue son institution. Quand M. Ouattara était en Afrique du Sud, il a dit que c'est une affaire qui regarde de l'ONU. L'ONU a réagi immédiatement. Pendant qu'il était en Afrique du Sud, l'ONU l'a désavoué. Pour dire que non, cette affaire-là, ça ne nous concerne pas. L'ONU n'est pas concernée de près ni de loin. Bon, ça, c'était un démenti pour la forme, c'était officiel. Mais dans le fond, Ouattara savait où il était né. En fait, c'est la mafia. Je te tiens. Tu me tiens. Tu me tiens. Oui. Alors, ça dit que tu peux me liquider. Mais il y a des moments où ça devient compliqué. Tu ne peux pas me liquider n'importe comment. On a besoin de se tenir. Premièrement, la question des systèmes, des opérations de maintien de la paix, c'est une mafia. L'ONU a une dimension officielle qui est très majestueuse. Secrétaires internationaux, ces objectifs connus, machin et consorts. Et c'est qu'on présente au monde, qu'on vend aux gens. L'endroit où les peuples se rencontrent pour discuter. Il y a une charte qui garantit la souveraineté des nations. Ça, c'est pour les enfants. C'est bien, ça, c'est la façade officielle. Mais derrière les affaires, si on prend seulement le cas des opérations de maintien de la paix, c'est une mafia extraordinaire. Dans l'affaire précise des affaires ivoiriennes, vous avez une structure, une entreprise qui est formelle, c'est le SAS là. Oui. C'est Sahel Aviation Service, je crois. Exactement. Vous avez une structure qui est formelle, mais qui sont les actionnaires? On les connaît. Les frères des deux présidents, M. Ouattara et l'autre de Macky Sall. Mais dans cette affaire, qui gère ces soldats-là, parlons comme ça, qui les gère, un soldat est payé combien? Mais en réalité, combien gagne-t-on sur lui? Si un soldat est payé 500 000 francs, en réalité, il coûte 15 millions. Où part l'argent? Le reste d'argent est parti où? C'est parti où? Alors, quand vous remontez cette entreprise-là, vous fouillez, vous regardez que l'ONU se désengage. C'est-à-dire que ça existe là, mais l'ONU ne s'engage pas légalement. Il n'assume pas légalement. Elle n'assume pas. Mais pourtant, il a au code d'opération. C'est elle qui paye. C'est elle qui paye, c'est elle qui gère tout ça. Elle dit, mais elle ne s'engage pas. Parce que si ça chauffe, comme l'habitude, les nègres vont payer. Ça vous regarde. Non, vraiment, ils ne se salissent pas. Ils ne doivent pas se salir. Donc, pour le cas du Mali, le cas Mali, c'est pression par les SAS, mais dans tous les opérations de maintien de la paix en Afrique, vous avez cette mafia. Vous voyez donc que c'est une mafia d'abord universelle, dans laquelle le secrétaire général, tous les secrétaires généraux sont toujours mouillés. Ils se tiennent là-dedans.
Donc, c'est comme l'affaire de la CPI. À un moment donné, au Campo, Madame Bensouda, au Campo, pas Hélène Bensouda, mais avant de partir, Bensouda était sa femme de main, qui gérait ses mafias, où il vendait les machines de la CPI, il sous-traitait et vendait l'affaire de la CPI dans le cadre de leur mafia internat. Il fallait inculper tel, tous ses consorts, l'argent circulait. On a vu ça, mais quand il est parti, sa femme de main qui reste, ils ont continué à travailler ensemble. Je te tiens, tu me tiens. Donc c'est d'abord une affaire de mafia dans laquelle les chefs d'État sont impliqués, leurs familles sont impliquées, et à partir de ceux qui donnent les donneurs d'ordre au secrétariat général de l'ONU sont impliqués. À un moment donné, on ne se lâche pas. On ne se lâche pas. Mais ici, il va y avoir une coïncidence. Pour que vous compreniez le retournement de l'État ivoirien où M. Ouattara bombe le torse. C'est que dans le cadre de leur agenda géopolitique, il y avait un plan qui devait être exécuté. Il a exprimé très bien. Il y a un plan qui devait être exécuté. Je vais donner une lumière, un élément de lumière. Quand le secrétaire général de l'ONU va en Ukraine, dans le cadre de sa visite, il a l'accueil qu'il a de la part de Poutine, qui lui réserve la longue table historique. Mais en plus, une bombe même explose pas très loin de lui. Oui. Alors, il quitte de là, après que Poutine lui a fait un cours de droit international, en lui rappelant l'article sur lequel il se fondait et qui démontrait qu'il n'a pas violé, le droit international. M. Guterres engage une tournée. Souvenez-vous très bien. Cette tournée, il part de l'Ukraine, il débarque en Afrique, il s'arrête au Sénégal, après il va au Niger. Rappelez-vous bien quels sont ses discours, quels sont ses cibles. Il attaque le Mali, il attaque la Guinée-Conakry, il attaque le Burkina Faso. Il dénonce les coups d'État. Oui, bon ça. Oui, pour le naïf, le coup d'État, c'est le crime absolu qui n'est pas fait par eux. Mais il va faire un truc très grave. Il s'arrête au Niger. Et qu'est-ce qu'il dit au Niger? Souvenez-vous très bien. Il dit, écoutez bien, la communauté internationale doit armer le Niger. Nous avons crié à l'époque, j'ai crié, j'ai dit, mais où sont les Africains? C'est très grave, il n'est plus dans son rôle. Le secrétaire général de l'ONU ne peut pas parler comme ça. Parce que la communauté internationale, ce n'est pas une institution légale mondialement connue. C'est une instance informelle de bandits internationaux qui s'organisent à travers ça, font des coups, agressent les nations, tuent les peuples par millions, créent des guerres civiles, font verser immensément de sang. Oui. Mais comment le secrétaire général de l'ONU, à quel titre peut-il venir dire que la communauté internationale doit armer le Niger? Est-ce que le Niger a fait une demande à l'époque? Non. C'est une première dans les relations internationales où on voit le secrétaire général de l'ONU venir demander à la communauté internationale, entité qui n'existe pas légalement. C'est l'entité informelle, c'est une affaire où les gens se retrouvent dans leur chambre, ils font leur tontine, ça dit que comme on connaît, mais qui l'a mandaté à le faire? Il le dit au nom de qui? De tous les membres des Nations Unies? Au nom du Conseil de sécurité? Qui l'a mandaté pour le dire? Quelles sont les prérogatives du secrétaire général qui l'autorise à faire cette déclaration? C'était passé inaperçu. Mais il n'a pas fait ça pour rien. Il démontrait qu'il était un agent de l'OTAN. Vous avez un secrétaire général de l'ONU qui est censé parler au nom de l'ONU, qui est censé incarner la synthèse des intérêts de tous les membres des Nations Unies, mais qui, dans le fait, à un moment donné, devient un agent de l'OTAN et se met à tenir un discours où il est le porte-parole de la communauté internationale. C'est qui la communauté internationale? Est-ce que dans les statuts de l'ONU, vous avez un chapitre où il est dit la communauté internationale est composée de telles entités reconnues et chargées de faire ça? Vous avez un conseil de sécurité. La communauté internationale, si on va en parler, devrait être tous les membres de l'Assemblée générale de l'ONU. Mais vous savez de qui il parle? L'Angleterre, la France, l'Union européenne, les États-Unis. Voilà la communauté internationale. C'est leur affaire. Qui les connaît, qui les a votés? Ces bandits, ces États bandits, qui les a votés? Guterres est venu le dire. Nous avons crié, on a dit aux Africains, levez-vous, c'est inadmissible. Il doit même démissionner de son poste. Il devait démissionner là en ce moment. C'est passé comme ça. Mais c'était dans un plan général. Le plan général consistait en ce que, les Occidentaux coincés en Ukraine, c'était en train de s'organiser pour une offensive générale consistant, écoutez-moi très bien, à assassiner l'ensemble des gens au niveau mondial. Alors je vous parle, nous savons depuis quelque chose que Poutine a échappé à un assassinat. Il a échappé belle, c'était terminé pour le président Poutine.
Imaginez aujourd'hui l'état du monde avec un Poutine assassine. À partir de Poutine, quand on l'assassine, vous connaissez la suite? Assimi Goïta, le président Touadéra, le président Biya du Cameroun, déstabilisation du Tchad. Alors vous parlez, le ministre des Affaires étrangères du Tchad a démissionné. Allez lire les thèmes de sa démission. Vous allez comprendre de quoi je parle. Nous savons qui il est. Nous connaissons ses relations avec la France. Voilà pourquoi j'aime les Africains en garde d'être nuancés dans leur analyse, par exemple, de la situation au Tchad. Il y a un niveau en géopolitique où c'est complexe, il faut faire attention. Je leur ai dit. On a dit non, on est dans les généralités, sans nuance, sans analyse en profondeur des contradictions qui travaillent un pays et auxquelles souvent un dirigeant peut faire face. Donc, c'était le plan d'assassinat général. Quand vous entendez l'offensive en Ukraine, c'est une fausse offensive, il y a quoi? Les gens disent qu'on reprend un territoire où il n'y avait personne là-bas. Les Russes ont même abandonné ça depuis, ils n'étaient pas là-bas. Vous dites que vous vous vantez. Non, derrière, quand vous voyez depuis comment ils ont préparé tous les fake news, les faux crimes contre l'humanité qu'on attribue à Poutine et que personne ne va amener à l'ONU, comme par hasard, pour dire que alors l'ONU, Poutine dit venons à l'ONU, on va venir. Les gens fuient. Tout ça préparait ce que j'étais en train de vous dire. Ces assassinats-là, au plan global, ce n'est pas la première fois que les Occidentaux le font. À la veille de la chute de l'Empire britannique, on est dans le début des années qui ont précédé la première, les deux guerres mondiales. Vous allez voir, il y a toujours eu les mêmes familles, les mêmes gens-là, n'est-ce pas, qui pour gérer leurs contradictions sont obligés d'assassiner, de mettre le monde en esclavage. Les mêmes gens ont organisé l'assassinat des dirigeants au niveau mondial. Allez lire, la liste existe. Et cet assassinat s'est terminé par l'assassinat des patriotes africains. Mon cher Jos, on pense à l'assassinat de Oumyobé, de Wandé, de Moumié, de Sylvanus Olympio, de tous ces héros-là, pendant les indépendances, étaient des phénomènes isolés. Non, ce n'était pas isolé. Ça s'est passé dans le cadre d'une stratégie mondiale qui coïncide avec l'assassinat de la famille Romanov, les Tchars en Russie. Les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout ça a été planifié. C'est la même chose qu'ils sont en train qu'ils voulaient faire. Et c'est dans ce sens que le secrétaire général de l'ONU s'est déplacé au niveau du Niger et a dit ce qu'il était en train de dire. D'après vous, on veut armer l'armée du Niger, pourquoi? Pourquoi on veut armer, écoutez bien, pourquoi on veut armer de façon internationale? Pourquoi l'armement du Niger, pourquoi la constitution d'une armée du Niger devient une affaire internationale? Pourquoi? En tant qu'on cite le peuple nigérien là-dessus, y a-t-il eu un référendum? Quand M. Bazoum faisait sa fausse élection-là, pilotée par le Drian et M. Macron, pour le placer là où il est placé aujourd'hui, il a dit ça aux Nigériens? Est-ce qu'il leur a dit que voilà le projet que j'ai? Un matin, on se lève, un voyou, comme vous appelez le secrétaire général de l'ONU, qui pour nous est un parfait bandit, n'est-ce pas, vient s'asseoir et il dit, j'appelle la communauté internationale à venir armer le Niger. Pourquoi? Ça ne vaut dire rien pour attaquer le Mali. Tout le monde le sait. Et renverser la situation au Sahel. Parce qu'on a leur plan qui était basé sur la France s'est écroulé. La France est chassée. Elle se le priait au Niger, mais pour avoir comme lieu, comment dire ça, lieu de manipulation de ces terroristes, les 3 frontières, qui deviennent en fait un no man's land dans lequel on peut tout faire et tout et tout. Mais la France s'est repliée là-bas au Niger. Mais pour faire quoi? Pour attaquer le Mali. En utilisant la CEDEAO. Vous êtes supposé voir une réunion à New York? Du tout. Ça veut dire quoi, une réunion CEDEAO à New York? C'est une mode? C'est quoi? Un défilé de mode, c'est quoi? Que fait la CEDEAO à New York? C'est pas le hasard. Donc, c'est dans ce cadre-là, n'est-ce pas, que vous avez vu M. Ouattara revenir en France et commencer à gueuler fort, à dire qu'on a pris les gens en otage, il faut les libérer sans délai. Vous voyez le petit Tintin de Guinée-Bissau, on le laissait taire, il n'arrive même pas à gérer son pays. On l'a secoué dernièrement avec un petit coup d'État. Macron, on l'a secoué avec un petit coup d'État. Son pays qui était un carrefour de drogue. La Côte d'Ivoire, maintenant le dossier est clair. A dit que maintenant qu'on a fini Bakayoko qui gérait ça pour le compte de M. Ouattara, on est venu effacer les traces pour protéger l'enfant chéri de la communauté internationale. M. Ouattara, alors si monsieur, il peut gueuler fort. Umbaro, je ne connais même pas son nom, je ne vais pas présenter ça. Il est venu maintenant l'ami de M. Ouattara, alors que hier c'était l'eau et le feu. Quelles étaient les conditions de la réconciliation? Posez-vous les bonnes questions. Alors aujourd'hui, M. Guterres donc, est obligé. Vous ne savez pas pourquoi il est tenu. On le tient quelque part. Vous vous rappelez en Côte d'Ivoire, si M. Ban Ki-moon, un certain Yonggi Choi, un bandit qui est caché chez lui, qui vendait la certification électorale en Côte d'Ivoire. On lui a donné un pouvoir de certification. Une mafia.
Il a été noyé dans les milliards de la corruption des rebelles et tout machin. Où l'ONU est allée créer une armée avec les rebelles. L'ONU, l'opération du compte, l'ONU a marché main dans la main. Ils se sont fondus dans une armée avec les rebelles pour chasser un pouvoir qui était constitutionnellement établi. L'ONU. Ça laisse des traces, mon cher Jocelyn. Les gens se tiennent. Ça laisse des traces. Donc, dans cette configuration, il fallait donc passer à une offensive dans laquelle, n'est-ce pas, il fallait en finir avec Poutine en Russie, déstabiliser, n'est-ce pas, la résistance au niveau mondial contre, même pas la résistance, ce change, cette dynamique qui conduit à la chute de l'Occident au niveau mondial, en assassinant Poutine, on désorganise tout ça. Et dès que Poutine a assassiné, par derrière, on assassine tout ce qui était dans la résistance avec lui. Vous voyez ce qui a été préparé. C'est dans cette dynamique, donc, eux, sûrs que ça allait réussir, M. Ouattara reprend le poil de la bête et fait ce qu'ils ont fait depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'ils font depuis très longtemps? Vous avez oublié? Les Indiens, pour les tuer, qu'est-ce qu'on a dit? Ils n'étaient pas des êtres humains, non? Oui. Mais c'est devenu une vérité. Il fallait que les Indiens même disent que nous ne sommes pas les êtres humains. Si un Indien disait, je suis un être humain, on coupe sa tête. Il fallait qu'ils disent que non, je suis un chien, on le met dans une réserve. Le temps qu'il devient humain. D'où les réserves des Indiens, devenus comme des chiens. On les a parqués dans les réserves pour ceux qu'on n'a pas exterminés. Il fallait qu'on dise à un Indien, tu n'es pas un humain. Et qu'il confesse ça, qu'il n'est pas un humain. Vous êtes surpris que des mercenaires, on vous dit qu'ils ne sont pas des mercenaires. On transforme les mercenaires en otages. De quoi est-ce qu'on parle? On connaît le métier de ces gens. Tous ces gens, hein, quelle est leur identité? Des forces spéciales. Qu'est-ce qu'ils venaient faire là-bas? On dit opération nationale de soutien. Ça fait rire. Pourquoi le Mali n'a pas eu un problème avec les opérations nationales de soutien précédentes? On était au moins à la 8e rotation, non? Oui. Pourquoi il n'y a pas eu de problème? Pourquoi c'est avec cette rotation qu'il y a eu des problèmes? Quand on libérait les 3 femmes, qu'a dit le directeur de cabinet civil, celui qui est parti pour le compte de la partie ivoirienne? N'a-t-il pas reconnu à Mondo Vision les défaillances? De quoi est-ce qu'on parle? Le secrétaire général des Nations Unies avait d'ailleurs adressé un courrier aux autorités maliennes. Bien sûr. Où il déclarait qu'il y avait eu des dysfonctionnements. Mais c'est clair. Pourquoi est-ce qu'ils ne les acceptent pas aujourd'hui? Pourquoi avoir fait une sortie? Je viens de vous l'expliquer. Je viens de vous l'expliquer. Ils espéraient. Je suis de vous dire à Mondo Vision que Poutine a failli être assassiné. Oui. C'est pas un jeu, une bombe, c'était très grave. Mais les gars, ils savaient qu'aujourd'hui, on ne serait plus en train de parler de M. Poutine. Donc on prépare le terrain, si Poutine est déstabilisé, on attaque le Mali. Mais c'est cela qu'il s'agit. Donc les gars étaient sûrs. C'est un plan. Donc, M. Ouattara n'a-t-il pas dit qu'il a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Oui, il a toujours dit. Il a toujours clamé. Et la communauté internationale, la paix n'a-t-elle pas dit qu'il a gagné les élections? On a entendu d'ailleurs. N'a-t-on pas donné 3 jours à M. Barbeau? Il n'a jamais gagné les élections. Nous le savons aujourd'hui. Les mêmes gens qui étaient avec lui hier disent aujourd'hui qu'il n'a jamais gagné les élections. Et le petit bandit qu'on appelle Sarkozy dit clairement aujourd'hui que nous l'avons installé. Il vient de faire une sorte, il a fait une sortie pour le dire. Nous l'avons installé de force. Mais des gens ne gagnent pas des élections, ils disent qu'ils ont gagné. Qu'est-ce qui vous surprend? Qui vient vous dire que des mercenaires deviennent des otages d'un pays? Ah bon, moi je ne vais pas insister sur le concept d'otage. Moi je ne vais pas reprendre certains choses que certains ont dit. Pas de ça à ce niveau. Otage de quoi? Toi, tu viens quand même. Donc, quels sont ces gens d'otages qui eux-mêmes viennent se livrer chez celui qui les a pris en otage? C'est pas comme ça. Ça se passe comme ça. Il faudrait qu'il y ait un kidnapping. Mais très bien. On les a arrêtés où? L'aéroport. Drôle d'otage. Ils voulaient faire quoi à l'aéroport? Ils sont venus eux-mêmes à l'aéroport. Ils n'ont aucun document officiel. Ils n'ont rien. Mais ils ont des armes. Sophistiquées. Ils ne sont pas en mesure de justifier leur mission. Vous croyez que l'État malien peut se lever un matin, arrêter des gens pour se mettre à dos le monde entier sur la base de la... Il ne faut pas s'amuser. Je dis que c'est une insulte même à la conscience universelle de s'attarder là-dessus. Tout ça est référencé. Où les gens, le gouvernement ivoirien a désavoué ces militaires, ils parlent aujourd'hui, il les a désavoués les 2 premiers jours. C'est Choguel Maïga, l'ancien premier ministre, qui se rétablisse, qui nous l'a dit à Mondo Vision. À l'époque, quand il a dit, qui a démenti? Personne. Qui a démenti? Il a dit, nous tous, il a dit, tout ça est référencé. Quand les autorités maliennes vous parlent, ils vous donnent des références. Communiqué numéro, tant. Document numéro, ils vous citent les références. Tu dis qu'ils sont otages, tu n'as aucune preuve. Parce que comme tu es habitué, pour toi, comme il se prend pour ce qu'il n'est pas, il croit qu'il est un grand homme.
Il croit que le fait d'avoir été adoubé par l'Occidentaux fait de lui un grand homme. Il méprise ses collègues présidents, il les regarde de haut. Pourtant, il est la plus grande catastrophe qui est frappée le continent depuis que ce continent existe. Je parle de M. Ouattara. Donc, du coup, mais il se permet tout. Mais il ne sait pas que ses jours sont comptés. Pour terminer justement, qu'est-ce qui va se passer maintenant, après cette sortie? Jusqu'à preuve de contraire, ni l'ONU, ni la Côte d'Ivoire n'a de preuves tangibles, alors que jusqu'à là, tout le monde le sait, les autorités maliennes ont toutes les preuves entre leurs mains. D'ailleurs, il y a toujours une saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reste, on va le dire comme ça, muette. Mais pourquoi vous voulez qu'on parle de ça? Mais c'est ce que tu as dit à l'ONU. Vous êtes ce qui va sortir un du dossier malien déposé à l'ONU contre la France? Il est dedans. Il est dedans. Voilà pourquoi ils freinent de leurs 4 pieds le dossier malien à l'ONU. Ou quelqu'un vous dit que moi j'ai les preuves qu'un État s'est organisé un État terroriste pour détruire mon pays. Non, on ne peut pas. On n'en parle pas. On crée des histoires, on traîne avec les procédures, on invente des histoires, machin et consorts. On ne traîne pas. Et un matin, on me lui dit que vraiment, ces gens que tu as là ne sont pas des mercenaires. On voit bien un moyen de pression. On veut faire pression sur le Mali. Tout ça, on veut créer un imbroglio diplomatique pour mettre sur la table le dossier des 43 mercenaires et le dossier de la France. Tout ça, c'est dans lequel tous ces gens, l'ONU est embarqué. Dans lequel Guterres est embarqué. Est-ce pour cela qu'on a invité finalement la CEDEAO à l'Assemblée Générale? Alors, sauf si c'est... Vous savez ce que veut dire invitation à l'ONU. N'est-ce pas, ils vous ont dit qu'ils n'ont pas invité Poutine. Ils ont dit qu'ils n'ont pas invité... Vous avez vu comment on gère les invitations pour humilier la Russie, tout ça. Mais c'est le secrétaire général qui est au cœur de cette mafia. Un membre du Conseil de sécurité, on dit qu'on n'a pas invité la Russie, n'importe quoi, on n'a pas invité la Russie. C'est quoi cette réunion, vous n'invitez pas la Russie? Parce qu'on fait des manières pour mener la Russie et démontrer et frapper l'opinion mondiale que non, les Occidentaux sont puissants. C'est comme ces institutions les appartiennent, ils jouent là-dessus pour diaboliser la Russie, saper son image, dire que machin est comme ça. Comme si la Russie forçait une invitation pour venir à l'ONU. Mais c'est le membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est tout à fait le contraire. Si l'ONU estime que la Russie a violé le droit international, mais qu'elle engage une procédure. Mais qu'elle engage une procédure interne nationale pour démontrer que tu as violé le droit international, on va tirer les conséquences. Elle ne peut pas. Elle est obligée de manœuvrer, de sortir des voies légales, des voies formelles, pour aller se mettre dans des voies informelles où le secrétaire général de l'ONU devient un agent de l'OTAN pour aller organiser l'assassinat des dirigeants. Pourtant, Emmanuel Macron... Des dirigeants membres de l'ONU, d'États membres de l'ONU, et reconnus comme tels. Mais ce monsieur doit démissionner. Guterres n'a plus d'autorité pour parler au nom de l'ONU. Mais comme les gens comme le Macky Sall, il vient de signer une base militaire américaine à l'heure actuelle en Afrique. Monsieur Macky Sall, qui négocie un 3e mandat, il vient de signer. Il fait comme s'il ne voit pas. Il va venir dire, je veux faire la médiation entre la France et le Mali. Vous comprenez bien à quoi je joue. J'ai déjà dit ici qu'après Ouattara, voilà une autre calamité. Il fait des faux discours à l'ONU et pas de l'Afrique. Ce sont des traîtres, les gens comme le Macky Sall. C'est un problème. Donc, vous voyez très bien ce qui se joue dans cette affaire, mon cher Jocelyn. Et le retournement du secrétaire, il ne s'est pas retourné. Je vais vous expliquer pourquoi. Il ne s'est pas retourné. Je te tiens, tu me tiens. Et la Camaïra, des criminels, ne veut pas entendre parler d'Assimi Goïta et l'État malien. Parce qu'ils ont commis un crime. Ils ont diversifié les partenariats en Afrique de l'Ouest, ce qui était interdit par la communauté internationale autoproclamée. Assimi Goïta a franchi les lignes rouges. Il a amené les Russes dans le Sahel. Pour la France, c'est un casus belli. Vous voulez m'enlever ma viande dans ma bouche? Je vais manger quoi? J'aimerais Wagner, il n'arrive même pas à prouver. Il parle de ceux qui ne connaissent même pas. Maintenant, il me dit soit Wagner, n'importe quoi. Des champions de mercenariat accusent notre pays d'avoir des mercenaires. Qui est plus mercenaire que les Blancs, que les Occidentaux? La France est un État mercenaire. On vient de le prouver encore. Les preuves sont là. C'est un État mercenaire. Il raconte des histoires à l'ONU, il bavarde à l'ONU, il raconte des histoires. Le Tintin, il raconte des bêtises, c'est faux discours. Parce qu'il croit que son plan pour attaquer le panafricanisme, on ne sait pas. On est au courant de tous ces plans. On est au courant du coup d'État qu'on prépare contre Touadéra. Un peu pour le temps. On veut l'assassiner physiquement. Monsieur Macron veut assassiner Touadéra. Le monde entier doit le savoir. C'est dans le plan général. On tape Poutine, on assassine Poutine, elle est terminée, on fait la razzia. Mon cher Jocelyn,
Poutine a échappé. Mais vous le connaissez, il ne renonce jamais. Du tout. Il ne renonce jamais. Donc, vigilance. Il faut être très, très vigilant. Nous appelons l'État malien à beaucoup de vigilance. Du haut de notre modeste personne, nous demandons au président Assimi Goïta d'analyser froidement ses fréquentations. Tous les gens qui vont venir crier là que machin, on veut changer l'Afrique, il faut faire très attention. Nous appelons l'État malien à la vigilance. Parce que ce n'est pas fini. Ils ne vont pas laisser faire. Et qu'ils sont déterminés. Mais nous avons dit, mon cher gosse, nous sommes au crépuscule de la communauté internationale de bandits autoproclamés. Il faut les citer. Hein. Moi, on n'est pas là pour s'amuser. Les États-Unis, dirigés par un criminel sénile qui marche maintenant avec les pensées bêtes partout. Vous savez ce que je veux dire, un pensée bête, non? Oui. Voilà, une deuxième mémoire. Pour éviter qu'il gaffe, parce qu'il gaffe à tout moment. Le Canada, dirigé par un autre criminel, M. Trudeau. Il pense qu'on les voit, on les a à l'œil. La communauté européenne, dirigée par un criminel qui n'a reçu le mandat de personne. Pour cela font l'œil. Hein, dont les scandales sont en train de sortir par rapport à la question du Covid. Sur les contrats qu'on a fait signer et endosser par les peuples européens au nom de l'Union européenne. En train de sortir. Nous ne venons pas sur ce qu'on a appelé vaccin pour tuer les gens dans le monde. Monsieur Macron et sa soi-disant France, l'Angleterre. Donc, on est c'est-à-dire, c'est le crépuscule. Le crépuscule a sonné. Ils ne veulent pas tomber. Ils veulent encore entraîner le monde entier dans leur chute. Mon cher Jocelyn. Nous pensons que le monde, ce n'est pas un hasard. L'humanité n'est pas un hasard. Et moi, je l'assume toujours à mon vision. Le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. J'assume ça. Et c'est désormais une catégorie géopolitique. Et ils n'aiment pas entendre ça. On dit ça. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. L'histoire est remplie de communautés internationales qui ont bombé leur torse hier et croyaient et qui ont cru que l'aventure humaine était dans leur poche, que c'est eux qui avaient la clé de l'aventure humaine. Les empires sont dans les cimetières. Dites-moi au nom de quoi cet empire occidental, cette communauté internationale, cette pègre internationale autoproclamée qui bombe sa poitrine et croit que le monde est dans leur poche, en commençant par les Américains qui ont voté cette loi qui chosifie l'Afrique et les Africains pour nous interdire de traiter avec qui nous voulons. C'est leur chute qui est là, à l'ordre du jour. Et aucun assassinat ne va empêcher cela de se réaliser. Donc que les Africains n'aient pas peur. Et il faut continuer le combat. Nous ne sommes pas loin de la victoire.